Je me présente puisque je suis chargé d'introduire le débat et nos orateurs. Je suis donc Jean-Pierre Robin, journaliste au Figaro. En préambule, c'est l'interprète qui m'a demandé de faire cette recommandation essentiellement à destination de nos orateurs. C'est d'une part de bien parler dans le micro et deuxièmement d'éteindre son micro quand on ne parle pas pour que les interprètes n'aient pas l'ensemble de la salle. Voilà, alors je vais immédiatement passer la parole à Catherine Lebochanski qui va introduire l'ensemble des débats et je reprendrai ensuite la parole pour présenter nos orateurs de façon très brève et on commencera. Et ensuite, chacun d'entre eux, selon un ordre établi que je vous communiquerai, prendra la parole. Voilà, Catherine, c'est à vous. Bonjour à tous. Je ne vais peut-être pas commencer par une plaisanterie pour chauffer la salle. Je pense que c'est bon, côté chaleur. Alors, commençons par une relative bonne nouvelle. Si on regarde les chiffres, l'an dernier, dans les pays à haut revenu de l'OCDE, 94% de la population adulte possédait déjà un compte bancaire ou plus. Bon. Par contre, mauvaise nouvelle, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, cette proportion ne dépassait pas les 5%. En d'autres termes, il y a encore 2 milliards d'adultes qui n'ont pas accès à ce service financier de base. Or, pour les pays moins avancés, l'utilité sociale de la finance ne fait pas débat. Il est prouvé que l'inclusion bancaire et financière permettrait des gains substantiels en termes d'efficacité économique, donc de croissance et éventuellement de la création d'emplois. Mais dans ces pays, la bancarisation ne peut pas à court terme s'effectuer par l'implantation et la prolifération d'agences bancaires. Elles sont coûteuses, elles sont peu adaptées à des territoires qui sont parfois très vastes, et la révolution technologique va sans doute être une solution. Anthony Giddens l'a fait remarquer hier après-midi, la téléphonie mobile est la première innovation technologique majeure qui s'est directement implantée dans les pays pauvres. Et pas seulement pour téléphoner, vous savez qu'on fait un petit peu tout avec son téléphone, cette innovation va constituer un véritable accélérateur de l'accès aux services bancaires et financiers, car elle a permis l'émergence de ce qu'on appelle le mobile banking, et qu'on traduit par un truc encore toujours très long, les comptes bancaires par téléphonie mobile. Par exemple, au Kenya, vous avez déjà 58% de la population adulte qui possède un compte bancaire sous cette forme. Il est clair que dans ces pays, l'innovation est bien au service de la finance et que cette finance est bien au service de l'économie réelle. Alors la problématique va être assez différente dans les pays occidentaux, surtout quand on regarde des choses comme l'innovation technologique qui permet d'effectuer des transactions sur les marchés financiers en quelques nanosecondes. Il est vrai qu'on peut s'interroger sur l'utilité sociale d'une telle finance. On peut encore se poser le même type de questions où on pouvait quand on avait le mirage des rendements sur fonds propres à 15-20% pour l'industrie bancaire. Alors, grâce à la crise, ce mirage s'est dissipé et on a compris qu'il résultait plus d'un accroissement de l'effet de levier et des risques non capturés par les régulateurs que de véritables gains de productivité. On peut aussi s'interroger sur les bienfaits, entre guillemets, de la finance dans les pays occidentaux quand on regarde les excès de rémunération depuis les années 90 qui ont engendré la captation d'une main-d'œuvre très qualifiée au détriment d'autres secteurs tels que, par exemple, l'industrie. Mais ceci, c'était avant. Retour vers le futur, l'industrie financière occidentale doit faire face à la concurrence de nouveaux acteurs et, je dirais, les plateformes de financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding, ces plateformes en constituent une illustration. Alors, vous savez que sur ces plateformes, on peut financer aussi bien des dons que des prêts, avec ou sans intérêt, que des prises de participation. Alors,
Monsieur Lamy a dit que la France traîne. Non, la France ne traîne pas. L'une des plus connues de ces plateformes, c'est Lending Club, qui a été créée en 2006 par Renaud Laplanche, et pas par je ne sais pas qui est dans le papier. Alors, la France ne traîne pas, mais, et là, Carlos Ghosn avait raison, les Français s'exilent, puisque cette plateforme a été introduite sur le New York Stock Exchange en décembre dernier. Alors, ces plateformes font partie de ce qu'on appelle la FinTech, Financial Technology, c'est-à-dire des entreprises qui vont utiliser la technologie pour innover dans l'industrie des services financiers. Et à Londres, on estime que ce secteur emploie déjà entre 100 000 et 150 000 personnes. Alors, une autre illustration de cette concurrence concerne les paiements. Alors, les paiements en ligne, on connaît tous, mais aussi les paiements par mobile. Et certaines estimations, là, aboutissent à presque 5 milliards de dollars Catherine, qui seraient effectués... Catherine, si je peux me permettre. Une minute, même pas, 30 secondes, d'ici 4-5 ans. Alors, parmi les innovations, j'en cite deux qui vont peut-être vous redonner le sourire. Une innovation française qui s'appelle Smile and Pay. Il s'agit d'un lecteur connecté à un smartphone, un peu comme Square qui existe déjà aux États-Unis. Ça permet de concurrencer les cartes de crédit, qui sont parfois coûteuses et compliquées pour les artisans, les indépendants ou les TPE. Et l'autre innovation, qui est une innovation chinoise, pas encore en service, mais ça ne va pas tarder, qui s'appelle Smile to Pay, qui est mise au point par le PDG d'Alibaba, où on va pouvoir payer par smartphone en scannant son visage. Donc oui, on peut retrouver le sourire en payant, apparemment. Et là, on voit en quoi l'innovation technologique peut être très utile à la finance. Je ne vais donc pas faire de résumé. Je coupe ici mon intervention, car je crois que mon temps de parole était épuisé. Voilà, merci beaucoup Catherine. Donc je rappelle que, puisque la finance, c'est finalement l'art du temps, l'art des promesses et l'art de leur réalisation, mais qui joue toujours avec le temps, j'insiste pour que chacun de nos intervenants respecte bien le temps qu'il aurait imparti. Et d'ailleurs, on a, c'est merveilleux comme terme, on a une gardienne du temps ici qui préviendra avec 1 minute ou 2 minutes d'avance avant le terme, avant l'échéance, comme on dit en finance, qu'il faut abréger. Voilà, donc je m'en remets à elle. La seule chose, avant de présenter nos interlocuteurs, je dirais que, pour faire une référence au grec, je citerai Ésope, et on dit que la finance est finalement un peu comme la langue d'Ésope, la meilleure ou la pire des choses. Et c'est un petit peu finalement, je pense, le fil conducteur de nos débats, et on essaiera évidemment de mettre en avant la meilleure des choses, puisque la finance est suffisamment critiquée depuis un certain nombre d'années pour ne pas avoir à insister sur le volet, disons, négatif. Alors, pour parler de ce thème, de ce fil conducteur, d'abord, je passerai la parole à Bertrand Badré. Enfin, je vais introduire très brièvement l'ensemble des intervenants. Bertrand Badré, qui est directeur général de la Banque mondiale et qui est français. J'insiste sur les nationalités parce qu'on a des gens un peu de toutes parts, enfin de plusieurs pays, qui nous parlera donc de ce que fait la Banque mondiale de façon évidemment extrêmement positive, puisque c'est la finance dans l'aide au développement. Ensuite, je passerai la parole à Brian Richardson, qui est le créateur de Visit International, qui est une des plus grandes banques en ligne qu'il a créée lui-même. Ensuite, on reviendra, disons, à des territoires plus traditionnels, puisque ce sera Philippe Vidal, directeur adjoint du CIC, qui interviendra et qui orientera son intervention sur, si je me souviens bien, comment les banques financent l'innovation. Ensuite, on aura l'un des patrons du CAC 40, Ross McInnes, j'espère que je prononce bien, et qui est d'origine britannique. Non, comment faut-il prononcer ? Comme ça, voilà. Et qui, lui, s'inquiétera d'une question qui est souvent évoquée en France, à savoir comment financer réellement la croissance et l'innovation, alors que l'épargne française a trop tendance à se porter sur l'immobilier
et sur également le financement des finances publiques qui en ont évidemment grand besoin. Et ensuite, ça sera Yann Lepallec qui dirige Standard & Poor's. Je vois que je ne respecte pas moi-même le temps qui m'est imparti, c'est un petit peu gênant. Et donc, je ne présenterai pas le contenu de leurs interventions. Puis, ce sera Anthony Attia d'Euronext et ce sera notre étudiant qui clôturera en posant une question, d'ailleurs, à laquelle on répondra, Geoffroy Chinot d'Agro Paritech. Alors, je passe tout de suite la parole à Bertrand Badré, en étant confus d'avoir pas respecté tout à fait le temps. Merci. Bertrand, c'est à vous. Merci. Il faut appuyer sur un bouton ou pas ? Oui. La question est locale. Ça marche ? Ok. Merci Jean-Pierre. J'étais extrêmement heureux en fait quand on a posé la question de ce matin, remettre la finance au service du travail. D'abord j'avais lu vite, remettre la finance au travail, puis après remettre la finance au service du travail et de l'innovation, parce que c'est vraiment la raison pour laquelle, quand j'ai reçu cette offre un peu impromptue de la Banque mondiale de les rejoindre, c'est pour cette raison que je les ai rejoints. J'ai vécu de près la manière dont la finance a pu être destructrice quand elle est mal maîtrisée, pour reprendre ce que tu disais d'Ésope. Et je pense qu'il est temps de refonder la finance. Je fais souvent ce parallèle en disant la crise a commencé par un incendie qu'on essaie d'éteindre par une inondation avec les liquidités des banques centrales, et que maintenant, après l'incendie, l'inondation, il est temps de reconstruire une finance qui soit durable, une finance qui soit vraiment au service du travail et de l'innovation, une finance qui ne soit pas au service d'elle-même. Et alors évidemment c'est simpliste, évidemment c'est caricatural, évidemment c'était pas tout noir avant et c'est pas devenu tout blanc, mais je pense que c'est quand même une question essentielle. Et de mettre sur la table la question de l'emploi, la question du travail et la question de la finance, c'est pas des questions nouvelles. Il y avait du chômage avant la crise, il y avait des questions sur la finance avant la crise. Il y a aujourd'hui une question majeure sur la croissance, et la question de la croissance ne se résoudra pas si on ne traite pas correctement la question de la finance et la question du travail. Donc ces trois questions en partie liées. Alors je ne prendrai pas forcément une perspective ni française ni européenne, mais plutôt une perspective qui est la nôtre, qui est la perspective des pays émergents et en développement. Je rappellerai qu'on a quand même, en dehors, le chômage est un problème européen, mais c'est aussi un problème mondial. On a 200 millions de chômeurs recensés dans le monde, officiellement, essentiellement des jeunes et des femmes, d'ailleurs. N'oublions pas que le chômage ne fera pas tout le monde de la même manière. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point qui est important, je vois Ngozi qui est là, je pense que c'est vrai au Nigeria ou ailleurs, il y a des millions de jeunes qui chaque année arrivent sur le marché du travail. Et si on ne propose pas des emplois à ces jeunes, on va avoir des problèmes devant nous. C'est vrai dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et ces emplois, ce ne sera pas des emplois de fonctionnaires. On ne va pas créer 600 millions d'emplois de fonctionnaires. Il faut qu'on crée à peu près 5 millions d'emplois par mois dans le monde pour accueillir ces jeunes. Et ces emplois sont dans le secteur privé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les gens ont compris que c'était le secteur privé qui était le moteur. La mauvaise, c'est que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc on en est là aujourd'hui. Que fait la Banque mondiale dans tout ça ? La Banque mondiale, elle a deux objectifs extrêmement simples, on ne va pas résoudre non plus tout seul. C'est éradiquer la pauvreté d'ici 2030 et c'est promouvoir une croissance partagée, une croissance qui bénéficie au plus grand nombre. C'est ça notre métier. Je disais, on ne le fait pas tout seul parce qu'il faut le faire à plusieurs. Personne n'a la solution tout seul. Et c'est une partie de l'équation complexe qu'on doit traiter. C'est un problème de gouvernement, mais c'est aussi un problème de municipalité, c'est un problème de secteur privé, c'est un problème de fondation, c'est un problème d'ONG, etc. Comment est-ce qu'on met tout ce monde-là au travail ensemble de manière efficace. Alors, où en est le système financier aujourd'hui ? Catherine l'a dit brièvement, je ne vais pas revenir trop en détail. On a toujours un cadre réglementaire qui est en recherche. On a fait beaucoup de progrès, en particulier sur le système bancaire, mais ce n'est pas encore stabilisé. Et c'est un travail qui s'est focalisé beaucoup sur les pays développés. Ce n'est pas un travail qui a intégré les problématiques particulières des pays émergents en développement. Alors la réalité, c'est que cette fameuse crise mondiale, c'est d'abord et avant tout une crise des pays développés. Il faut aussi rappeler ça. Comme avait dit un ministre indien, quand c'est les États-Unis et l'Europe, ça s'appelle mondial. Quand c'est nous, on trouve un autre nom. Voilà. Alors, question réglementaire. Deuxièmement, on a ces institutions comme la Banque mondiale ou la BEI en Europe ou d'autres qui sont des banques de développement d'investissement. C'est des institutions extrêmement précieuses, mais elles ont des ressources limitées. Alors, on peut voir si on peut donner plus de ressources, mais ça ne répond qu'à une partie de l'équation. On a des tensions sur les banques commerciales qui sont de moins en moins actives sur le long terme parce que le long terme coûte extraordinairement cher. Il faudra quand même qu'on traite cette question. On a une montée en croissance des investisseurs institutionnels, là aussi formidable. Mais ces investisseurs institutionnels, ils ont eux-mêmes leur propre cadre réglementaire, ils ont eux-mêmes les attentes de leurs clients, et ils sont eux-mêmes dans l'incapacité générale d'investir pour le long terme dans les pays émergents en développement. Ce n'est pas une critique, c'est juste un fait, ça ne se passe pas. Donc il faut qu'on trouve les moyens de mobiliser la finance au service de ce développement.
On a aussi la plupart des pays émergents et en développement quand leur capacité financière domestique est également limitée. Donc là aussi, il faut tenir compte de ça. On a des transferts d'aide publique, certes importants, 135 milliards. Et 135 milliards de dollars sur un PIB mondial qui est de 70 000 milliards de dollars, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Donc il faut préserver ça, il faut l'utiliser au mieux, il faut que cet argent public soit dirigé sur les bons endroits, etc. Mais là, encore une fois, on voit bien que ce n'est pas à la hauteur des sujets qu'on veut traiter. Alors certes, la bonne nouvelle depuis 15 ans, c'est que les systèmes bancaires, en particulier des pays émergents en développement, se sont développés. Ça, c'est très bien. Que la crise de la dette dans les pays avancés n'est pas une crise de la dette, en tout cas pas dans les mêmes proportions dans ces pays-là. Mais il faut garder à l'esprit que le crédit bancaire dans un pays émergent en développement, c'est plutôt un crédit bancaire court terme. On n'a pas de ressources de financement long terme. Alors, que faire ? C'est là, et je vais essayer d'être rapide. Que faire ? Alors, on peut avoir des projets très, très internationaux. Alors, c'est une tentation générale, on va faire des facilités internationales, des facilités mondiales. On a quelques sujets, on travaille sur les infrastructures, évidemment. Dans le domaine de la santé, un des sujets qui me tient à cœur, par exemple, c'est après le désastre qu'a été la gestion d'Ebola l'année dernière, il faut qu'on trouve les moyens au niveau international de mobiliser la finance, au cas particulier l'assurance, pour que la prochaine fois qu'il y a une pandémie, on ne mette pas 6 mois à réagir, que ça nous coûte des milliards, mais qu'on mette quelques semaines à réagir, que ça nous coûte des millions. Ça, c'est un sujet où la finance peut montrer qu'elle est utile. Elle peut montrer qu'elle est utile dans la gestion des catastrophes naturelles. Là aussi, on a quelques outils, les cat bonds, on peut faire appel au marché des capitaux, on peut faire appel au marché de l'assurance. Là aussi, la finance peut démontrer qu'elle est utile. Mais on peut aussi avoir une approche moins macro et plus locale. Là aussi, pour prendre un exemple qui est anecdotique et en même temps intéressant, j'étais en Mongolie il y a un mois. Je ne sais pas si vous connaissez la Mongolie, 3 millions d'habitants, 1,5 million de km², la moitié de la population Oulan-Bator, le reste dans la steppe. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Deux produits qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir l'un avec l'autre. Le premier, on a équipé, avec le gouvernement, toutes les gures, les yourtes, comme on dit en français, de panneaux solaires. Alors le panneau solaire, ça a un avantage, c'est que ça vous permet d'avoir votre téléphone portable, parce qu'on met une borne à côté, la télévision, etc. Et derrière, on a développé un produit d'assurance sur le bétail, qui est essentiel pour les nomades. Et donc, moi, je suis allé visiter quelqu'un qui m'a dit qu'il contrôlait le prix de l'assurance sur son portable, vendait ses produits à terme, etc. Ça, c'est la finance au service des yourtes en Mongolie. Voilà, ça peut être micro, n'empêche qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont accès à une nouvelle finance. Alors, il faut aussi, effectivement, pour favoriser le développement de cette finance qui n'est que partielle dans ces pays, on a cité quelques chiffres, Catherine, merci, il faut évidemment, oui, je vais essayer d'accélérer, il faut essayer évidemment de promouvoir la stabilité macroéconomique, le climat des affaires, le droit de propriété, le droit des créanciers, développer la concurrence entre les banques, tout ça est assez bien connu. Surtout, il faut mettre l'accent sur le développement des petites et moyennes entreprises. C'est de là que viendront les 600 millions d'emplois dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas les grandes multinationales qui vont créer ces emplois. C'est là que IFC, la partie privée du groupe, intervient. C'est peu connu, mais la Banque mondiale a un portefeuille equity de 15 milliards de dollars. On est investisseur dans 1 millier de compagnies dans le monde, en particulier des banques. Ça, c'est important. C'est ce qu'on doit faire. On a 200 millions de TPE dans le monde. C'est ces gens-là qu'il faut financer. Ce n'est pas seulement une question de crédit, c'est une question d'épargne, d'assurance, de capital risque. C'est aussi aller au-delà, les individus. Catherine, vous avez parlé de l'exclusion financière. On a lancé un appel à un accès universel aux services bancaires. 2 milliards d'adultes n'ont pas accès. On pense que c'est possible, en particulier grâce à la technologie. Je finis là-dessus. C'est bon, j'ai compris que le temps était écoulé. Grâce à la technologie, c'est formidable, mais il faut garder à l'esprit que ça ne suffit pas. Certes, il y a M-Pesa au Kenya, certes, il y a Alibaba en Chine, c'est des choses extraordinaires, mais quand on regarde une carte mondiale d'Internet, on s'aperçoit, si on considère que la planète est un corps humain, on a quand même l'Afrique qui reste une prothèse. Je veux dire, on passe à l'Internet des objets, il faut qu'on fasse un effort massif Internet en Afrique. On ne peut pas rester en retard, on ne peut pas dire la technologie super, ça ne marche pas tout seul. Donc je conclurai là-dessus, on a un monde plein de promesses, il faut qu'on refonde cette finance, qu'on ne perde pas la boussole de la croissance et de l'emploi. Ce n'est pas le développement, mais c'est des préalables au développement. On a montré qu'une finance non maîtrisée pouvait être destructrice. Je pense que la finance maîtrisée peut être créatrice. C'est vraiment l'enjeu de cette année. Il n'y a pas que la Grèce dans nos discussions. On a dans une semaine une discussion très importante à Addis Abeba qui s'appelle Financing for Development, financer le développement. On ne peut pas rater cette étape parce que derrière, c'est les objectifs du développement durable et derrière, c'est COP21 à Paris. Cette année, elle est cruciale pour le monde. Il y a des forces de fragmentation partout. On a un besoin de défragmentation. Je conclue. Vraiment. Voilà, c'est fini. Donc, voilà. Voilà, alors tout de suite, je passe la parole à Brian Richardson qui va vous parler de son expérience de banque en ligne.
Thank you. I'm going to speak English, so apologies. I'll try and speak slowly, but if you've got things like this you can stick in your ears, it might help. I've got to try and behave myself because Bertrand is one of my shareholders, and I'll try and stick to my time. And perhaps start with some thought-provoking comments. First one is that your traditional banks are not innovative, and therein lies a huge problem. Catherine was talking about some impact that was made in Kenya. Interesting that innovation is driven by a telco, a mobile network operator, not by a bank or a traditional financial institution. I've got 4 children ranging in age from 14 years old to 30 years old. Not one of them have ever been into a branch of a bank. Never. 10 years ago, the banks owned, if I may use that word, 100% of the payment space. If ever you wanted to do a payment, it went through the banking system. 2014, that was last year, that had reduced to 75%. By next year, 2016, that will have reduced to 50%, according to the Royal Bank of Scotland. So banks need to make some fundamental decisions in terms of what actually is their business. 2 biggest banks in the world today, PayPal and Alibaba, neither of them have banking licenses, yet they would be regarded as some fairly big banks. A survey done in America, 60% of people would rather go to their dentist than go to the bank. If you're the CEO of a bank, I'm going to spoil your day because some global research indicates that 49% of your customers would move bank within 30 days for a better technology experience. So banks, at the end of the day, are under threat. My good friend Mohammed Yunus, that I've had the privilege of talking around the world with and sharing platforms with, says very simply that banks are just not geared to deal with the mass market, the lower end of the market. Their DNA, their very structure, is a formal, highly structured, bureaucratic, process-driven entity. And it's just a bridge too far to expect them to deal with the chaos and the madness and the informality of the low end of the market. Yet we have this dilemma with regulation. And regulation, there is no doubt, has had a stifling impact on financial inclusion. And I do ask the question, a farm laborer who might be earning $100 a month, I say might be in Africa, $100 a month, how much funding of terrorist activities and money laundering is this farm laborer going to do? And I don't mean it cleverly or cynically, but I'm saying typically we have taken a sledgehammer to kill the ant, because that individual cannot get a bank account. Cannot get it, because he cannot produce the paperwork. Not that he doesn't want to produce it, he just doesn't have it. But he cannot have a simple bank account. The 3 A's in terms of access: affordability, accessibility, and availability. And I hate to say it to the bankers here, the traditional bricks and mortar model of banking is dead. And if it's not dead, it's dying very quickly. And I'm not saying that the branch will never exist, but its format, its functions will change and will change dramatically. Today, this enables people to bank wherever they are, do whatever transactions they want to do. And you can limit the risk and mitigate the risk through putting various limits in terms of either maximum balance or in terms of transaction value. The cost of compliance from a regulatory perspective kills any form of innovation from non-bank players. It is just too expensive for non-banks to get into this space from a compliance perspective. In many parts of the world, compliance officers within the banks are held personally liable for any form of negligence that they might commit. So if you are a compliance officer, you are going to take the most conservative approach to ensuring regulatory approval and insights. Innovation does carry risks. And I'm the first to admit that when you're dealing particularly with the mass market and with the poor, they need to be protected, because you cannot have unscrupulous operators prey particularly on the poor and whatever money that they might have. And for the poor, $10 for them is the same as $10,000 for you. So there needs to be an element of protection, but how do we get that balance actually right? The economic impact
In South Africa, a relatively small economy, they believe that at any single point in time, 11:05 on the 4th of July, there's $1.2 billion under mattresses or in cookie jars. If we could just take a small portion of that and put it into the formal financial system, the impact that that has on job creation and on money supply is enormous. So we need to think differently. And we, in our own small way, have made some impact in that we've got 6 million previously unbanked customers today that are part of that financial system and part of those services. A focus on the youth, on savings, financial literacy. It's not easy, but to keep spewing out these same old, tired, boring products that a bank has got for us, the middle and upper income groups, maybe their needs are very different. The unemployed youth needs a safe place to keep whatever money they've got, but do they need this range of products? Are the needs of the pensioners the same as these unemployed youth? So we do believe that technology plays a role, but banks are sitting with a dilemma. They don't know if the business model works, the commercial model works, the revenue model works. Do they partner with a mobile network operator or a telco? Nowhere in the world has a marriage between a bank and a mobile network operator worked. It's like oil and water. It just hasn't worked. I'm not saying it will never work, but it has not worked. Do they work with the technology themselves? They could, but they've got many, many other priorities. So we live in a complex world, but I do believe that there's a solution. I do believe that mobile in particular is here. It's here to stay, and it will make a huge difference on the lives of hundreds of millions of people that do not have access to financial services. Thank you. Merci beaucoup, Brian. Maintenant, c'est Philippe Vidal qui va apporter la réponse et présenter les défis pour les banquiers traditionnels. Donc, après ce petit tour de la planète, on revient un petit peu chez nous. Et je vais vous dire deux mots, au fond, des évolutions du système bancaire tel que nous le connaissons en Europe et en France en particulier, avec deux drivers qui font de tout temps bouger le système bancaire, en tout cas depuis très longtemps. Le premier, c'est la régulation, et le deuxième, c'est la technologie. La régulation, c'est quelque chose qui a introduit la concurrence dans les années 80, et si vous vous rappelez bien, à l'époque, il y avait aussi la technologie qui commençait à être largement répandue. Et on commençait dans les journaux à titrer les banques, c'est la sidérurgie de demain. Et finalement, on pensait que les agences allaient fermer, et il y a beaucoup plus d'agences aujourd'hui qu'il n'y en avait au milieu des années 80. Donc le changement existe, le changement est en cours. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une phase d'accélération. Il y a un petit coup de chaud globalement, et qui n'est pas que dans la salle, sur le système bancaire. La régulation d'abord. La réponse à la crise de la part des régulateurs, des autorités de contrôle, c'est 3 points principaux. C'est plus de fonds propres pour faire les mêmes crédits, donc c'est moins de rentabilité directement. C'est deuxièmement, vous devez financer vos capitaux longs, vos prêts longs par des ressources plus longues, donc ça coûte plus cher, c'est effectivement un vrai sujet. Et troisièmement, c'est une masse de contrôle dont vous n'avez pas soupçon, qui est absolument incroyable et qui nous amène à passer beaucoup de temps. Alors le système est bien régulé, le système est bien contrôlé, mais tout ça, forcément, ça coûte un peu, et c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus pour les petits acteurs, parce que ça met des bâtons dans les roues. Comment on réagit par rapport à ça? Vous avez naturellement aujourd'hui une désintermédiation du crédit qui s'opère. Pour les grandes entreprises, il n'y a pas de sujet, elles vont directement sur les marchés. Pour les PME, c'est forcément plus compliqué. Même si on a, et dans notre groupe en particulier, une activité très importante d'émission sur les marchés primaires, actions, obligations, connaître une entreprise, je pense que c'est le vrai métier du banquier, c'est le financement de l'économie, et que dans la durée, un investisseur sur les marchés aura forcément moins de proximité, moins de capacité à juger de la qualité de l'investissement et de la possibilité de soutenir l'entreprise quand ça ira éventuellement un petit peu moins bien. Donc ça, on continue à le faire, et c'est pour ça que nos crédits augmentent. C'est aussi pour ça, parce que c'est un vrai sujet qui a été évoqué par Bertrand Badré tout à l'heure, c'est un vrai sujet que d'avoir suffisamment de fonds propres pour financer l'économie, et notamment les entreprises. Et donc, dans notre cas,
On a 2 milliards investis, 500 entreprises dans lesquelles on a des participations et une partie non négligeable en capital innovation. Et on pense que c'est l'avenir, c'est aussi comme ça que naîtront nos clients de demain et que nous devons accompagner. Face à ce mouvement-là, il y a quand même des évolutions très lourdes que les établissements ont décidé de manière assez drastique de prendre en compte. Et donc vous avez comme ça des groupes comme General Electric qui ont décidé de céder leurs activités financières, un élément évidemment important. Face à la pression sur les marges, que faut-il faire? Il faut d'abord rationaliser, comme toute entreprise qui doit évoluer, améliorer ses technologies. Deuxièmement, il faut aussi essayer de proposer aux clients davantage de produits et services. Donc notre groupe, c'est clairement et depuis longtemps la banque, l'assurance et la technologie. Et la technologie, c'est effectivement le deuxième driver dans les banques du changement, celui dont on parle depuis le début de la matinée. Et c'est un driver qui pour nous est important, tellement important qu'on a décidé d'avoir la maîtrise de la plupart des technologies que nous avons à proposer à nos clients. Ça fait un demi-siècle que la loi de Moore, loi empirique, ça fonctionne, c'est-à-dire que vous avez une puissance des microprocesseurs qui double tous les 18 mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la capacité à transporter de l'information a changé de nature, et donc vous avez effectivement la banque dans la poche. Et c'est pour ça que Wizit fonctionne, parce que vous avez la banque qui existe. Il y a plus, comme vous le savez, il y a plus de téléphones que de cartes bancaires. Donc, dès lors que vous avez un téléphone, vous avez la banque dans la poche. Ça, c'est la vraie révolution qui est en train de s'opérer et sur laquelle, pour nous, et je pense que les banques doivent se positionner, on a tout intérêt à avancer. On fait juste quelques exemples comme ça pour montrer en quoi nous essayons d'investir sur la technologie. On est le premier opérateur de télésurveillance en France. On a 350 000 clients. Et évidemment, derrière, c'est les objets connectés. Donc, vous voyez bien que la technologie, on a un métier, la banque, on traite de l'information, de la technologie est forcément au centre de nos préoccupations. On est également avec une forme de start-up qui est dans notre filiale, je appelle ça une fintech à la limite, c'est du commerce connecté, ça s'appelle Fivery, c'est en test à Boulogne-Billancourt depuis à peu près 1 an, on est en train de le démarrer en Alsace. C'est la mise en relation des commerçants, de leurs clients, pour permettre, avec le smartphone, d'avoir une capacité de travail, de développement de leurs affaires. Donc il me reste 2 minutes, donc je vais conclure rapidement. Nous avons effectivement tous ces développements qui sont en cours. La téléphonie est au cœur des métiers de demain, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'être opérateur virtuel, full MVNO, et aujourd'hui avec 1,5 million de clients. Pour nous, c'est une activité qui, même s'il y a une pression sur les prix, est une activité rentable. Et sur cette téléphonie, évidemment, demain, on va greffer des services, des évolutions qui sont tout à fait importantes. Peut-être 2-3 chiffres pour situer comment la banque d'aujourd'hui, finalement, a déjà intégré les nouvelles technologies. Dans un groupe comme Crédit Mutuel CIC, l'année dernière, il y a eu 20 millions de contacts, 3 tiers à peu près égaux, des visites en agence, des appels téléphoniques et des mails. On peut appeler les mails comme des nouvelles technologies. Il y a 20 fois plus de contacts directs de la banque qui utilisent les nouveaux canaux de distribution, c'est-à-dire Internet, donc consulter tous ces systèmes bancaires, traiter ces opérations, c'est-à-dire évidemment les guichets automatiques de banque, ça fait longtemps qu'ils évoluent, qu'ils sont à un bon niveau de service aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a autant de transactions sur les smartphones qui n'existaient pas il y a 5 ans, que sur les guichets automatiques de banque. Et évidemment, la croissance, vous l'imaginez, elle est exponentielle. Donc on voit bien que tout ça est en train d'évoluer. Et que faut-il faire? Qu'est-ce qui est nécessaire pour nous, pour nos collaborateurs? Et là, je parlerai plutôt de... Tout à l'heure, j'ai parlé d'investissement et de l'emploi dans les entreprises, dans l'économie. Là, je parlerai de l'emploi dans les banques, qui peut être effectivement un sujet. Pour nous, l'objectif, c'est de proposer le meilleur de l'humain, du relationnel et de la technologie. Et ça demande un effort de formation, d'adhésion des collaborateurs qui, évidemment, est permanent et considérable pour que demain, nos salariés soient effectivement à l'aise avec tout ce qui permet de bien servir nos clients. Voilà, juste quelques mots. J'ai essayé de rattraper 30 secondes. Merci. Merci Philippe. Après les banquiers, maintenant, on va avoir le point de vue d'un entrepreneur qui va parler du financement des PME, si j'ai bien compris, en France, ou enfin des entreprises plus globalement, les besoins qui sont
qui s'expriment et qui ne sont pas totalement satisfaits. Donc, Ross, la parole est à vous. Merci. Et j'appuie sur le bon bouton. Je crois qu'il n'y a pas de bouton en fait. Vous m'entendez très bien. Alors, je ne sais pas si le président du conseil d'administration de Safran peut être qualifié d'entrepreneur. Si Safran est le résultat d'un succès collectif qui remonte à plus de 40 ans. Nous sommes donc les héritiers de ceux qui nous ont précédés, mais pas pour autant des rentiers. En fait, il m'a été demandé de parler de l'expérience de l'industrie, mais si je me limitais à parler de Safran, sujet passionnant en soi, je crois que je passerais à côté du sujet d'aujourd'hui qui est remettre la finance au service du travail et de l'innovation. De toute évidence, chez Safran, 2 milliards de R&D, 15% de nos actionnaires sont nos salariés. La finance chez nous est au service du travail et de l'innovation. C'est un gros morceau de France qui marche. Je vais me placer dans le débat collectif national sur, non pas pour les boîtes du CAC 40, mais sur là où les vaisseaux ne sont pas suffisamment irrigués et ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux. D'où mes propos introductifs sur les PME, les UTI. Donc la question essentielle qui se pose à notre collectivité est de mettre la finance au service du travail et de l'innovation dans les entreprises moyennes, petites et les start-up. Dans les très grandes entreprises comme celle dont je préside le conseil, le problème ne se pose pas. Le taux d'épargne des Français reste élevé. 15% du revenu disponible brut, 200 milliards, dont 60% vont vers le logement. Il ne reste donc que 75 milliards d'épargne financière, dont un tout petit tiers est investi dans des actifs à risque. Donc tous les observateurs s'accordent à reconnaître que ce montant est insuffisant au regard des besoins de nos entreprises et des objectifs patrimoniaux d'une population qui a conscience des lacunes d'un système de retraite par répartition. En fait, notre épargne est déviée, on pourrait dire dévoyée, vers le financement des déficits publics et vers le logement, sans résultat probant, autre que la hausse du prix du mètre carré. Nous laissons donc aux étrangers le meilleur et le plus rentable sur le long terme. Le capital des entreprises du CAC 40, le financement des start-up, et en plus nous privons d'oxygène les jeunes pousses. Le rapport de 2 députés, Berger et Lefebvre, en avril 2013, est très lucide sur le diagnostic, mais excessivement robinet d'eau tiède dans ses propositions, parce que ces auteurs restent prisonniers du dogme sur la fiscalité du capital, ils restent attachés à l'intermédiation et refusent de mettre en cause les avantages fiscaux et sociaux de l'épargne réglementée. À force de se vouloir solidaire et populaire, on reste pépère. Nous ne sous-estimons pas l'appétit de nos concitoyens pour la prise de risque. On le voit, et j'espère que dans les auditoriums que nous fréquenterons aujourd'hui, il y en aura des incarnations, dans la création des entreprises chez les jeunes. Cet appétit est avéré. Son équivalent en matière financière en période de taux bas doit trouver à s'exprimer. Ça se développera aussi, ce financement à risque aura un effet pédagogique pour nos concitoyens, puisqu'il développera la compréhension d'une boucle vertueuse qui part des marges dégagées des entreprises, dans les entreprises, et qui passe ensuite par l'innovation et les emplois créés, donc un pacte pédagogique. Il faut donc que nous créions collectivement en France les produits idoines, par exemple des fonds obligataires mutualisés destinés aux émissions d'obligations long terme par les ETI, que le système bancaire n'irrigue pas actuellement. Il faut que nous réorientions l'assurance vie et assurer également aux investisseurs une liquidité de leurs actifs long terme pour leur éviter de dépendre du bilan des banques contraintes, on l'a entendu, par Bâle III. Donc, la finance et l'épargne des Français peuvent être mis au service du travail et de l'innovation dans nos entreprises. Dans les grandes entreprises, la force de leur bilan, leur accès au marché des intermédiaires mondiaux permet cette irrigation, d'où le succès de très nombreuses entreprises au niveau mondial. Safran en est un exemple. Mais les autres, cela suppose de sortir nos concitoyens d'un assistanat financier que constitue le système dominé aujourd'hui par une épargne réglementée qui irrigue des systèmes complexes et opaques pour des résultats médiocres,
au détriment de la création d'emplois et de richesses par des Français audacieux et entreprenants. Il me reste du temps. Une leçon donc de TRI, input optimisé, output de qualité en un temps limité. C'est un taux de retour sur investissement. Merci beaucoup. Et maintenant, après les banquiers et les entrepreneurs, je vais passer la parole à Yann Lepallec de Standard & Poor's pour l'Europe et le Moyen-Orient, qui ne va pas nous dire la note qu'il va donner à la Grèce lundi, mais qui parlera de façon peut-être moins dangereuse des acteurs non bancaires dans le financement de l'économie. Merci. Yann, c'est à vous. Merci. Comme la température monte singulièrement dans la salle et sur scène, je vais essayer de la rafraîchir un tout petit peu. Vous m'entendez maintenant ? Oui. Comme je le disais, comme la température monte singulièrement sur scène et dans la salle, donc je vais essayer de la rafraîchir un peu et lier l'ensemble des thèmes qui ont été évoqués précédemment pour donner une lueur d'espoir à travers un alignement de planètes qu'on a rarement vu, qui permettrait enfin de canaliser beaucoup plus l'épargne, effectivement, à l'attention essentiellement des ETI, des PME, qui sont, en Europe en tout cas, la principale source de création d'emplois. Parce que le sujet d'aujourd'hui est création d'emplois, innovation. Or aussi, avec la révolution numérique, on voit que, certes, les grandes entreprises sont tout à fait à l'avant-garde de ce sujet, mais qu'aujourd'hui, la révolution technologique aussi permet à des ETI, des PME, d'apporter de l'innovation et de créer, de croître, et de changer progressivement le paysage industriel, entre guillemets, si tant est que ça soit encore l'industrie, en particulier de l'économie européenne. Donc ça a déjà été dit, on est dans une grande phase de changement du modèle des banques à travers la réglementation, mais pas que la réglementation. Et on a en face, du fait des politiques des banques centrales, un environnement de taux d'intérêt extrêmement bas qui place les investisseurs institutionnels, donc là pour la France je parle essentiellement des compagnies d'assurance, devant un dilemme qui est qu'ils doivent toujours servir à terme les engagements vis-à-vis de leurs clients. Ça devient de plus en plus difficile. Et donc, face à cet environnement de taux d'intérêt très bas, l'ensemble des intervenants non bancaires ont aujourd'hui un intérêt, plus qu'un intérêt, à se pencher sur des investissements très différents de ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à présent. En gros, et de manière extrêmement caricaturale, on passe d'un environnement où, il y a encore 5 ou 6 ans, le meilleur produit qu'on pouvait vendre à l'épargnant ou à l'assuré-vie français, c'est un contrat en euros, c'est-à-dire essentiellement adossé à des obligations de l'État français. Compte tenu de l'environnement et du peu de rendement que ces obligations du même État français produisent, il faut bien se pencher vers d'autres types d'investissements. Et là, immédiatement, rentre en ligne de compte le nouveau monde des placements des assureurs que sont, bien évidemment, traditionnellement plutôt des produits de dette, mais il y a aussi un accroissement de l'exposition aux actions. Et à travers la dette achetée par les assureurs, un élargissement du spectre vers le monde des entreprises. Non seulement vers le monde des entreprises, mais vers des entreprises qui sont de plus en plus de petite taille, ou en tout cas de taille plus réduite que ce qui était le cas précédemment. Donc, à travers cette évolution, nous voyons aujourd'hui que l'appel public à l'épargne des entreprises s'accroît. La taille des entreprises se réduit. Alors on est encore au niveau de ce qu'on a qualifié en France des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Mais si vous comparez l'appel public à l'épargne entre l'économie américaine et l'économie européenne, on a une proportion de l'ordre de 80-20 aujourd'hui aux États-Unis depuis à peu près 20 ans. C'est-à-dire que 80% de l'économie américaine se finance directement sur les marchés ou assimilée et 20% à travers les banques. Dans les économies européennes, c'est exactement l'inverse. Or, sur un plan de stabilité financière, une des leçons de la crise est que l'économie américaine a rebondi beaucoup plus vite que l'économie européenne. Et une des raisons, pas la seule, mais une des raisons était la surdépendance de l'économie européenne par rapport au canal bancaire.
Donc tout l'enjeu aujourd'hui de l'économie européenne est, à côté du canal bancaire, de diversifier, de favoriser un afflux de la part des prêteurs d'argent et le rendre plus fluide, plus facile, tout en gardant un certain nombre de garde-fous. On a beaucoup parlé de la finance de l'ombre, on a beaucoup parlé du poids réglementaire sur les banques. Il va falloir que, parallèlement à cette diversification des réseaux de financement non traditionnels, qu'il y ait un certain nombre de garde-fous qui soient mis en place. Donc cela veut dire que un projet qui est tout à fait central et qui nous paraît, encore une fois, aller dans un sens extrêmement positif, est quelque chose dont on parle assez peu en France, qui est le récent projet lancé par la Commission européenne, qui s'appelle l'Union des marchés de capitaux. Il y a eu un appel à commentaires qui maintenant est clos, et la Commission européenne va publier un certain nombre de recommandations dans très peu de temps. Et ces recommandations visent essentiellement à faciliter l'accès au financement de l'ensemble des sociétés, mais plutôt des sociétés de taille moyenne et de petite taille. Et donc il y a un certain nombre de mécanismes qui devront être mis en place, mais l'essentiel à retenir est qu'il faut que l'ensemble de la palette des prêteurs et des systèmes de financement puissent être mises à la disposition de l'économie. Et dernier point en conclusion, nous avons dans la salle Jean-Michel Six, qui est notre chef économiste pour l'Europe, et qui a publié une recherche il y a 6 mois absolument passionnante, qui démontre le bénéfice pour l'économie et sur les emplois de l'investissement en infrastructure. Là, je ferai référence au fameux plan Juncker qui a été annoncé parallèlement à l'Union des marchés de capitaux par la Commission récemment. L'infrastructure, là on parle d'emplois qui sont extrêmement localisés, qui sont dans chacun des pays de l'Union européenne, et l'analyse que nos économistes ont faite est de se pencher sur ce qu'on appelle l'effet multiplicateur sur l'économie des investissements en infrastructure. En gros, sur l'ensemble de la zone euro, on a un effet multiplicateur de 1,7, c'est-à-dire que on retirera plus en croissance et en emplois créés à travers un investissement dans les infrastructures coordonnées au niveau de l'Europe que les fonds qui seront mis là-dedans. Et dernier point, le plan Juncker sur les investissements infrastructures a à sa base un raisonnement extrêmement sain qui est de consister à dire que le secteur public, les commissions, les différentes banques publiques d'investissement sont là pour initier le flux en mettant en gros entre cash et garantie 25 milliards d'euros. Au terme du plan Juncker, il y aura 350 milliards d'euros. La différence sera apportée par le secteur privé. Et là encore, cela démontre le changement fondamental des politiques qui considèrent que l'investissement privé est au cœur du rebond économique et de la création d'emplois. Donc un message d'espoir, un message positif, où encore une fois, nous avons un alignement de planète du côté des prêteurs et du côté du cadre institutionnel qui probablement ne s'est jamais présenté auparavant et dont je pense que nous verrons les effets très rapidement au cours des mois qui viennent. Merci. Merci Yann. On va poursuivre sur l'alignement de planètes et maintenant ça va être la planète de la bourse qu'on va aborder. Et je passe donc la parole à Anthony Attia d'Euronext. C'est chaud, hein. Alors, on parle de remettre la finance au service de l'innovation et du travail. Moi, je ne parlerai que de ce que je connais, c'est-à-dire c'est pas la finance en général, mais c'est les marchés financiers transparent et régulé. Donc c'est la bourse, c'est pas tout à fait pareil. C'est la bonne finance, comme dirait Michel Sapin. Entre 2007 et 2012 ou 2013, on a vu l'émergence de beaucoup de plateformes électroniques qui ont concurrencé les bourses et on a vu l'émergence du trading à haute fréquence, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ça a beaucoup dévoyé le rôle d'une bourse et le rôle des marchés financiers. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe et chez Euronext, on a laissé ça derrière nous et on revient sur le rôle d'une bourse qui est de financer les entreprises, financer l'économie et financer la croissance. Le rôle d'une bourse, donc, ce n'est pas seulement d'être une plateforme de négociation, ça c'est qu'une partie, c'est d'être un cercle vertueux qui démarre bien en amont, qui démarre sur la levée des capitaux, sur le travail avec les entreprises pour trouver les moyens de financement qui sont adéquats,
Et une bourse comme un leader d'un écosystème avec les acteurs financiers qui sont les banques, les investisseurs, les institutionnels, les particuliers, les émetteurs, les acteurs locaux ou transnationaux, est là pour apporter de la visibilité, de la liquidité, de la transparence et de la sécurité sur l'ensemble de cette chaîne. Donc financer l'innovation est absolument clé et je pense fait partie des missions premières d'une bourse. Le financement de l'économie réelle, ça veut dire fournir à nos acteurs des outils qui peuvent être l'equity, donc c'est la levée de capitaux plutôt traditionnelle avec les introductions en bourse, c'est la dette. Et on voit une multiplication de formes d'obligations qui sont différentes. On pourrait parler des green bonds, qui eux financent des grands projets avec un intérêt social ou un intérêt d'infrastructure. Je ferai référence à ce que la région Île-de-France a levé l'année dernière, 600 millions d'euros, qui étaient les 2 tiers de son budget, qui étaient là pour financer l'infrastructure avec le tramway autour de la région parisienne. Donc on voit vraiment, c'est le rôle des marchés financiers aussi pour la collectivité. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux qu'on a en Europe? On en a parlé tout à l'heure avec l'Union des marchés de capitaux. Pourquoi est-ce que cette UCM est un sujet clé? C'est parce que les banques vont prêter moins. Il y a des règles prudentielles qui font que, eh bien, on va voir s'assécher les prêts bancaires et c'est normal parce qu'en Europe, on voit à peu près 75-80% du financement est assuré par les banques et seulement 20-25% par les marchés. C'est le ratio inverse aux États-Unis. Donc on voit qu'on a de la marge de progression en Europe. Et donc l'Union des marchés de capitaux est là pour pousser ça. Chez Euronext, on n'a pas attendu la mise en place d'une nouvelle directive et on s'est mis à travailler parce qu'on voit qu'en France notamment, on a des PME qui ont besoin d'accompagnement, des PME de croissance, des startups technologiques qui ont des modèles et des business models qui ne sont pas classiques, qui ne sont pas traditionnels. Je parle des biotech par exemple, qui ont des brevets qui doivent être testés et validés. Ça prend du temps, ça prend plusieurs années, quelquefois jusqu'à 5 ans. Et donc les investisseurs qui viennent sur ces entreprises-là doivent le faire en connaissance de cause. Donc une bourse, c'est aussi l'accompagnement pour que ce genre de financement se passe bien, parce que c'est du long terme. On a aussi des entreprises jeunes qui n'ont pas de credit history. On a des entreprises qui ont besoin de relais de financement. Et ces startups-là, on n'a pas envie de les voir partir aux États-Unis, enfin pas tout de suite. On voudrait les retenir en France, soit indépendantes, soit dans le cadre de grands groupes. Et donc c'est bien le rôle d'une bourse de participer à ça. Quelques exemples concrets. Avec Internext, qui est notre offre sur les PME et les ETI, on a sillonné l'ensemble du territoire en France. On est présent en région, on rencontre des chefs d'entreprise et on travaille avec eux pour les amener aux bonnes réponses pour leurs problématiques de financement. On a eu 20 introductions en bourse de PME depuis le début de l'année, ce qui est remarquable, je précise. Et donc ce sont des boîtes qui peuvent être très différentes. Ça peut être des boîtes tech de forte croissance comme Wallix, qui fait de la cybersécurité. Ça peut être des boîtes comme Serge Ferrari qui conçoivent des tissus très, très innovants pour les stades, par exemple. Et donc, on voit bien que ces entreprises-là vont venir chercher sur les marchés le financement de leur innovation. Et donc, c'est la croissance et donc l'emploi à la fin qui est en jeu. Je finirai par un propos un peu politiquement incorrect, mais on est à Aix après tout. Je dirais ces entreprises-là, quand elles viennent sur les marchés, elles ont des contraintes. Elles se retrouvent avec des contraintes de transparence, des contraintes d'efficacité, des contraintes de performance et de compétitivité. Les investisseurs qui viennent à leur capital, c'est la même chose. Ils attendent toutes ces qualités-là de leur investissement. Et pour que ça marche, on a besoin d'un cadre entre le droit social et le contrat de travail qui nous permettent justement d'être performants et d'avoir cette souplesse et d'être compétitifs. Et s'il y a peut-être une chose qui nous manque en France, c'est ça aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut changer si on veut être aussi compétitif que les États-Unis. Voilà. Merci.
Merci Anthony. Maintenant, je passe la parole à Geoffroy Chinot, qui est étudiant à AgroParisTech. Et il va ouvrir les débats en posant une question. Il a 2 minutes, je crois, pour s'exprimer. Bonjour à tous. Déjà, merci pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Donc, je voudrais poser des centaines de questions, mais j'ai pas assez de temps. Je voudrais partir d'un constat peut-être un peu personnel, je dois l'avouer, mais pour moi, le système financier actuel, arc-bouté sur la toute-puissance des investisseurs, il est plus d'actualité et il répond plus aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Donc, je voudrais m'orienter plus sur un continent qui m'est très cher, le continent africain. Ne pensez-vous pas que le système financier actuel soit un frein majeur au développement africain et une finance plus sociale, plus solidaire et aux sources, j'entends aux sources, c'est-à-dire aux entreprises voulant investir en Afrique, entreprises africaines ou non, pourrait-elle être la solution? Merci, je crois que cette question très directe concerne plus particulièrement la Banque mondiale. Donc Bertrand, si vous voulez répondre. Oui, elle concerne la Banque mondiale, mais en réalité, elle ne concerne pas la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'effectivement, notre métier, c'est vraiment, entre autres, d'investir directement l'argent qui nous était confié par nos actionnaires, les 188 États qui sont à notre tour de table. Mais si je regarde le monde aujourd'hui, notre métier, au-delà de cet investissement direct qui reste indispensable, si on ne met pas nous-mêmes un peu dans le circuit, on a du mal à attirer les autres. Le vrai enjeu, c'est d'attirer les autres. Et c'est cette masse d'investisseurs institutionnels, des économies avancées comme des économies africaines, qui doit trouver une capacité à s'investir en Afrique. Alors il y a une partie qui relève du bon climat des affaires, ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'environnement, de bureaux de crédit, etc. Mais il y a aussi une partie qui relève de mieux comprendre, d'avoir un cadre réglementaire adapté. Aujourd'hui, ni Bâle 3 ni Solvency 2 n'encouragent les banques ou les investisseurs institutionnels à investir en Afrique. Ça coûte extrêmement cher. Il y a un problème de perception. Je finirai là-dessus. Pour moi, c'est le sujet central. Alors, je suis désolé, Yann, c'est une étude qui a été faite par vos concurrents de Moody's, qui ont étudié 5000 projets d'infrastructures dans le monde entre 1980 et 2015, et qui constate, alors il y a toute une série de conclusions intermédiaires, mais qui constate qu'en réalité, le risque est le même dans les pays avancés, dans les pays émergents, contrairement à ce qu'on croit. Donc il y a un problème de perception. Et une question que j'aime beaucoup poser quand je suis interrogé par des journalistes, c'est, à votre avis, quel est le pays le plus sûr au monde? Alors au bout d'un certain temps, les gens disent Singapour ou la Norvège, ce qui est probablement assez intuitif. Un des pays où il y a aujourd'hui le plus de difficultés sur un partenariat public-privé, c'est la Norvège. Et quand on dit aux gens quel est le pays où il y a un partenariat public-privé qui fonctionne bien, là aussi de manière contre-intuitive, les gens vont finir par dire le Sénégal. Donc vous voyez, c'est pas simple. Donc il faut qu'on adresse, comme on dit en anglais, qu'on traite cette question de perception, parce que la perception compte, les gens ont un biais négatif. Donc notre job, c'est de limiter cette de perception, d'apporter les bons outils en matière de garantie et d'accompagnement, mais au bout du bout, de faire en sorte que les gens comprennent que c'est pareil. Donc je suis d'accord avec vous, il faut faire en sorte que les flux aillent vers l'Afrique. Problème réglementaire, problème de comportement, problème de perception, problème de climat des affaires, etc. Mais c'est une priorité avec un énorme P. Merci Bertrand. On pourrait peut-être avoir également le commentaire de Brian Richardson, dont j'ai oublié de mentionner qu'il était originaire d'Afrique du Sud, donc il est doublement qualifié pour répondre à la question de Geoffroy. Thank you. Yeah, it's not an easy question. I think if it was, money would be flooding into Africa. It gets back to an understanding of the needs. What are the needs of the people at grassroots level? We believe we've got some of the answers, but not all of the answers. We've been able to provide employment opportunities for 8,500 people that were previously unemployed. And that's not a lot of people, but I'm just trying to illustrate that it can be done if you've got the passion and if you've got the enthusiasm. And I think it's time that we all stop paying lip service to things such as financial inclusion and financial empowerment. And I would challenge you to think of any person or entity that in your frame of reference has been successful. And I think irrespective of their skills, their education, their knowledge,
every one of these successful people have got two ingredients: passion and enthusiasm. And without passion and without enthusiasm, you're not going to succeed. And I think for anybody wanting to come into Africa, it's about understanding the needs and understanding them properly, and secondly, having a real deep-seated passion and enthusiasm. And at the end of the day, it needs to be economically and financially viable. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre de la table veut-il répondre à la question qui avait été posée là, je vois quelqu'un dans la salle veut également poser une question, mais... Oui, je sais, oui. Donc, votre question, là, très brièvement, parce qu'on a 2 minutes et la synthèse, on doit faire... Le panel inclut le mot technologie, donc je vais revenir aux technologies. C'est d'autant plus facile que Philippe Vidal est une des banques les plus digitales dans les classiques. On a parlé de multicanal, etc. Mais combien il y a de guichetiers ou de responsables de relations clients chez Lending Club ou chez PayPal? La réponse est proche de 0. Donc, une clé de compétitivité, c'est un pourcentage très bête. Et j'aimerais savoir le pourcentage pour le CIC et peut-être pour la Banque mondiale. Quel pourcentage de software développeurs dans le capital travail, c'est-à-dire dans le staff? Est-ce que c'est 3%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 75%? Parce que chez Lending Club, c'est plus proche de 75%. Et comme vous êtes disrupté sur les paiements par PayPal, disrupté sur les prêts par Lending Club, disrupté sur toute votre chaîne de valeur, que ce soit d'ailleurs le CIC ou d'autres entreprises classiques, d'accord? Je pense que ce pourcentage est une clé de compétitivité qui a été complètement oubliée dans ce panel, et donc j'aimerais la remettre à l'ordre du jeu. Philippe, puisque vous avez été interpellé. Forcément, c'est une... Il suffit de parler proche du micro. Voilà. Donc c'est effectivement une bonne question, mais l'approche est parcellaire, parce que finalement, on part de besoins qui sont... Il faut regarder les clients, il faut regarder les besoins des clients. Et tous les clients ne sont pas exactement sur le même modèle. Donc il y en a qui ne voudront qu'un usage de la téléphonie pour des règlements par paiement. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'autres services que simplement pouvoir transférer de l'argent. Alors là, c'est la technologie la plus basique, passe par le téléphone, et aujourd'hui, c'est effectivement ce qui coûte le moins cher. Il n'y a pas d'infrastructure à fournir. D'autres veulent du conseil, et dont le défi, c'est demain d'avoir effectivement des banques dans lesquelles on fait du conseil. Si le client ne veut pas de conseil, il ne faut pas qu'il paye pour le coût correspondant à une agence avec des conseillers formés et des gens qui vont lui permettre de gérer une transmission de patrimoine et de faire des opérations à valeur ajoutée un petit peu complexes. Donc notre problème, c'est de faire cohabiter les deux modèles et effectivement d'avoir de manière cohérente pour le client, en fonction de son usage, de son besoin du moment, de ce qu'il est dans sa phase de vie, parce qu'on n'a pas des besoins complexes tout le temps, mais il faut que de temps en temps, il puisse avoir un conseiller. C'est ça notre modèle. Et donc forcément, on a en proportion... on a à peu près 3000 informaticiens. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. C'est quand même pas rien, quoi. Ça fait déjà une belle équipe informatique, quoi. Voilà, je crois qu'on n'a plus de temps maintenant pour les questions. Par contre, on a besoin d'être, si j'ose dire, plus intelligent. Donc, je vais demander à Catherine de nous faire brièvement la synthèse de nos débats. Très, très brièvement, je crois qu'on l'a bien compris que la finance au service de l'emploi et de l'innovation, c'est une problématique qui ne va pas du tout se poser dans les mêmes termes pour les pays occidentaux et pour les pays en développement. On voit que dans les pays en développement, c'est l'innovation technologique qui va permettre à la banque et à la finance d'être au service du travail. Dans les pays occidentaux, remettre la banque et la finance au service du travail, ça sera surtout financer les innovations, donc entre autres les start-up, etc. Alors, cependant, il y a un point commun entre les pays occidentaux et les pays en développement, et ce point commun porte sur ce qu'il ne faut pas faire: perdre son téléphone portable. Je vous remercie.